Le site web a été lancé ce matin. Dans la rubrique économie, nous parlons de l'évasion fiscale et la fuite des capitaux, des thèmes d'actualité. Ces fléaux ont toujours posé de sérieux problèmes aux États. Et puis en sport football, nous parlerons du match Sénégal-Nigeria. C'est demain vendredi, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN des femmes. Je vous le disais dans les titres, donc le chef de l'État a procédé cet après-midi à la pose de la première pierre de l'arène nationale. L'ouvrage donc qui va coûter 31 milliards sera livré dans 2 ans pour une capacité de plus de 22 000 places. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Le président de la République a également reçu en audience le procureur général du Qatar en compagnie du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dr Ali bin Fetaïs Al-Mari a évoqué avec le chef de l'État la coopération entre les deux systèmes juridiques du Sénégal et du Qatar et la construction d'un centre de lutte contre la corruption. Ali bin Fetaïs Al-Mari a aussi été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national du Lion. Le voici à sa sortie d'audience. J'étais avec Monsieur le Président aujourd'hui, on parle de la coopération avec les deux systèmes juridiques. On a maintenant, à partir de le premier voyage, il y a 10 mois à peu près, avec Monsieur le Ministre, on commence à travailler sur un centre de rôle de droit et contre la corruption. Aujourd'hui, j'espère, on signe avec Monsieur le Ministre l'obligation sur les partis qataris, les finances pour ce centre juridique. J'espère qu'on continue cette coopération avec un grand pays comme le Sénégal, qu'on respecte beaucoup et qu'on travaille avec de plaisir pour travailler aide du Sénégal pour toutes les choses, dans tous les endroits, surtout pour moi personnellement comme juriste dans les systèmes juridiques. Nous vous faisons commandeur dans l'ordre national du Lion. Je voudrais bien de remercier Monsieur le Président et remercier le gouvernement et le peuple du Sénégal pour cette honneur pour moi de me donner cette médaille et que je prends avec un grand honneur parce que ça vient d'un pays comme le Sénégal qui on aime bien, on a confiance à ce système dans ce pays. Le président de la République a également reçu en audience l'ambassadeur de Guinée à Dakar, le docteur Keita Mamadou Bo, est porteur d'un message du professeur Alpha Condé. Il s'agit d'une recommandation de cadre guinéen pour la CEDEAO et l'Union africaine. Voici Keita Mamadou Bo à sa sortie d'audience. J'étais venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, porteur de messages de la part de son homologue et frère, son Excellence Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. L'objet de ces messages, c'est une recommandation de cadre guinéen en direction de Monsieur le Président de la République du Sénégal, parce que comme vous savez, il est le président en exercice de la CEDEAO. Alors, s'il y a une initiative ou une recommandation concernant cette structure ou concernant la structure de l'Union africaine, ça doit passer par lui pour acquérir son avis. Je lui ai porté le message et je lui ai traduit les espoirs de bonne suite par rapport au message au président de la République de la part de son homologue. Nous sommes donc à l'attente de cette suite. Les membres du bureau de l'AMS ont également été reçus par le chef de l'État. L'Association des maires du Sénégal a fait parvenir au chef de l'État plusieurs préoccupations. Il s'agit entre autres de la dotation d'une deuxième tranche de véhicules destinés aux 557 maires du Sénégal, l'acquisition de passeports diplomatiques et la révision du statut de l'élu. L'AMS est sortie rassurée de cette audience. Voici son secrétaire général Mbaye Dione au micro de Aboubakry Kane. Monsieur le Président de la République nous a permis d'exprimer les difficultés que nos collègues maires ont dans la gestion de leur collectivité. Et la première que nous avons évoquée concerne l'histoire des véhicules dont une bonne partie n'a pas été livrée
Et vraiment, le président de la République a été très sensible. Et ce qui nous a surtout rassuré, c'est qu'il suit le dossier lui-même et il nous a donné toutes les garanties que les véhicules seront livrés dans les meilleurs délais. Et nous tenons vraiment à rassurer nos collègues maires que ce dossier est géré directement par M. le président de la République et les services concertants. La deuxième bonne nouvelle que nous avons, c'est que le président de la République a accepté aujourd'hui d'octroyer à tous les maires du Sénégal des passeports diplomatiques, ce qui a été une vieille revendication des maires, parce que ça va nous permettre de pouvoir en tout cas voyager facilement pour aller rechercher les ressources nécessaires, que ce soit financières ou matérielles, pour le bon fonctionnement de les collectivités locales. Nous sommes également revenus sur le statut de l'élu, parce que nous pensons que sur une population de 14 millions de Sénégalais, 557 élus dans chaque commune, ces gens doivent avoir un statut particulier qui leur permettra en tout cas d'être en l'aise socialement, financièrement, mais également au niveau administratif, sur les difficultés également liées aux indemnités des maires et des assistants communautaires. Vraiment, le président de la République nous a rassurés. Et il nous a rassurés par rapport à la prise en charge de la décentralisation, et nous en voulons pour preuve dans le dernier texte que les Sénégalais ont voté. On a constitutionnalisé et renforcé en tout cas la déconcentration en instituant le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui va devenir une institution, d'échange, mais surtout d'appui à l'État par rapport à toutes les questions qui concernent le vécu des élus et de la décentralisation. Notez également que le chef de l'État a reçu la visite de courtoisie de Cheikh Ahmad Tidiane Baro, Khalif de Thierno Ahmad Baro. Le religieux est venu lui transmettre ses salutations et ses prières pour un Sénégal de paix. Il a aussi loué les actions que le président Sall mène pour un Sénégal prospère. Le chef de l'État a reçu hier une délégation du panel de haut niveau sur l'eau qui vient de se tenir à Dakar. Ces experts ont salué la volonté du président Macky Sall de faire de l'eau un vecteur de paix, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. En reconnaissance à son engagement permanent pour la cause, les délégués lui ont remis la médaille commémorative du réseau des organismes des bassins omaniens. C'est une forte délégation qui est venue voir le président de la République. Au-delà du nombre, une trentaine de personnes, elle se distingue par sa qualité. D'éminentes personnalités qui viennent de boucler 2 jours de travaux à Dakar sur la question de l'eau. Parmi elles, un ancien chef d'État. Nous sommes très heureux d'être reçus par le chef d'État, qui n'est pas seulement le chef d'État, mais qui a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Et nous pensons que nous avons eu une très bonne discussion de fond avec le président sur les questions de travail de notre panel, qui s'occupe, comme vous le savez, avec les questions de sécurité, avec les questions de financement d'infrastructures pour l'eau et avec les questions de coopération, de régime de coopération entre les États voisins. Nous sommes venus ici à Sénégal pour étudier les choses, parce que Sénégal est le membre de coopération de l'organisation de coopération de fleuve Sénégal, sont probablement le plus développés comme un régime de coopération globalement. Et si on compare cette situation avec celle de l'Europe, on peut voir qu'il y a beaucoup d'innovation ici. Avec le président Macky Sall, les panélistes sont donc allés plus loin sur la problématique. Discussions riches qui ont permis aux délégués d'échanger directement avec un chef d'État qui s'est beaucoup investi pour la cause. En signe de reconnaissance, le réseau des organismes des bassins lui décerne sa médaille commémorative. Le réseau international des organismes de bassins a été porté sur les fonds baptismaux par le Sénégal et notamment par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. À une époque où le président était ministre de l'hydraulique, et dans ce poste il nous a beaucoup soutenus, à la fois pour monter un réseau de coopération entre les organismes de bassin du monde entier pour diffuser les bonnes pratiques, et celle de l'OMVS est un exemple comme on en a peu
à pouvoir présenter. Et puis également le ministre de l'Hydraulique de l'époque a créé avec nous le réseau africain des organismes de bassin, qui permet justement de diffuser les bonnes pratiques, et en particulier celle du fleuve Sénégal, dans tous les autres fleuves transfrontaliers d'Afrique. Donc la remise de notre médaille commémorative à votre président était pour nous un acte de reconnaissance d'abord, de tout le soutien qu'il a pu nous apporter, et également un engagement de notre part à diffuser les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre ici, à la fois au niveau du pays, mais aussi du bassin transfrontalier du fleuve Sénégal et maintenant de la Gambie. La délégation repart avec un autre motif de satisfaction. Dans le courant de ce mois, le président de la République va porter le plaidoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette perspective, le panel de Dakar est très instructif. Le chef de l'État a salué la qualité des travaux. C'est l'un des titres de cette édition. Le Sénégal dispose désormais d'une boîte à outils pour les partenariats publics-privés. Le site web a été lancé ce matin. L'objectif est de promouvoir les meilleures pratiques internationales pour le développement du PPP, le partenariat public-privé. Aminata Mbengue Fall. Ce portail web qui vise à vulgariser la boîte à outils sur les partenariats publics-privés se veut une mine d'informations et de renforcement des capacités des acteurs du PPP au Sénégal. Une première en Afrique francophone. Cette boîte à outils est, comme son nom l'indique, une boîte qui va servir à toutes ces personnes d'aller puiser les informations qui les intéressent en matière de cadre juridique, donc législatif réglementaire, mais aussi en matière d'expérience, de documentation, de modèles ou disons, de modes d'intervention. L'ensemble des informations relatives au partenariat public-privé et en particulier au Sénégal. Cette journée de lancement du site web a été également l'occasion de présenter les résultats de l'étude d'identification, de priorisation et de structuration des projets du portefeuille PPP. On en avait une vingtaine à l'origine. Le forum que nous avons organisé en mai avait permis d'en identifier 12 autres, ce qui faisait un portefeuille de 32. Ils en ont sélectionné un certain nombre sur lesquels 2 ont fait le processus. Il s'agit de l'hôpital Aristide Le Dantec et du bus rapide. La boîte à outils a été mise sur pied grâce au financement du Fonds de conseil en infrastructures publiques-privées du groupe de la Banque mondiale. L'activité qui nous réunit aujourd'hui a bénéficié d'un don du PIAF de 407 000 $ US pour le développement du pipeline et d'une boîte à outils. Mais il est important de noter que ce n'est qu'un début. Comme l'a dit Madame la Ministre, le renforcement de capacités sur ce sujet est très important. Le groupe de la Banque mondiale, à travers ses différentes institutions, mais à travers également les fonds fiduciaires, poursuit cet effort visant à développer le financement de projets en PPP. Avec cet instrument, le PIAF a fourni une technique aux pays en développement comme le Sénégal, et cela peut aider à créer un environnement propice à l'investissement privé. Le ministère de l'Élevage tire un bilan globalement satisfaisant de la campagne de la Tabaski 2015. La demande de 750 000 têtes de moutons a pu être maîtrisée puisque la consommation a tourné autour de 670 000 têtes. Le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a réuni tous les acteurs de l'élevage pour faire ce bilan, mais également pour évoquer la prochaine Tabaski de cette année 2016. Cheikh Pambagay. La préparation de la Tabaski est une période qui nécessite une vraie coordination et beaucoup de ressources. Hormis les mois de préparation que cela impose, il faut mobiliser une offre suffisante en moutons en un laps de temps et à des prix accessibles. Avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'élevage, le ministre a présenté un bilan globalement satisfaisant de la Tabaski 2015. La clé du succès est que l'offre a été placée à 750 000 moutons. Nous avons eu donc sur le marché près de 655 000 moutons. Bon, les besoins en général c'est de 750 000 à peu près. Et pour ce qui concerne les importations, nous avons eu 362 000 donc, têtes qui sont venues de la Mauritanie et du Mali.
Et si ce stock-là, nous ne l'avons pas, chaque année, nous risquons d'avoir des problèmes. Et c'est ce qui justifie donc les efforts que nous sommes en train de faire pour arriver à une autosuffisance en moutons, ou du moins d'ici 5 ans, à résorber très largement le gap que nous devons rechercher ailleurs. L'apport des éleveurs des pays comme le Mali et la Mauritanie n'est plus à démontrer. Pour cela, il est indispensable de faciliter leur déplacement. Avec les éleveurs du Sénégal, le renforcement de la sécurité, de l'eau et un bon éclairage sont autant de facteurs qui permettent d'anticiper en même temps sur la prochaine Tabaski. C'est une organisation qui est assez longue. Ça demande vraiment du temps. D'abord pour les importations, pour la préparation, pour la visite des marchés au niveau national, parce que nous devons faire toutes les zones de production pour voir quelles sont les disponibilités qui existent sur place. C'est un travail d'ailleurs qui est quotidien, que nos agents qui sont au niveau des postes vétérinaires font régulièrement. Et c'est ce qui nous donne en tout cas les informations en ce qui concerne le disponible au niveau national. Ainsi, face à la demande qui n'est jamais fixe ou stationnaire, le ministère de l'élevage mobilise une importante quantité de moutons par mesure de précaution pour que chaque Sénégalais ait son mouton le jour de la Tabaski. L'ANIDA contribue à la création d'emplois. Ce jour, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole a créé plus de 156 emplois directs et 1500 emplois indirects. C'est à travers les fermes réalisées sur l'ensemble du territoire. Le constat a été fait lors d'une visite de ces fermes Penabao. L'emploi des jeunes a toujours été une priorité pour les autorités sénégalaises. Chaque structure apporte sa contribution. L'ANIDA n'est pas en reste. À ce jour, l'agence a créé plus de 156 emplois directs et 1500 emplois indirects au niveau des fermes réalisées, notamment Djilar, Morlan, Tiaonpol, Agababou et Darundoy. On a constaté dans toutes les fermes que nous avons visitées des centaines de jeunes et de femmes qui travaillent de façon quotidienne et qui obtiennent des revenus. C'est cette création massive d'emplois qui est assez remarquable. Je pense que c'est une indication, c'est un chemin et c'est cela que nous allons poursuivre pour développer l'agriculture sénégalaise. D'ailleurs, grâce à ces emplois, les producteurs sont financièrement indépendants. Un hectare de concombre avec rendement de production de 33 tonnes, 285 kg. Recette 4 338 040 francs. Un hectare Djakouté avec 29 tonnes 196, 3 793 300 francs. Tout ça a beaucoup changé au niveau de la vie des membres du GIE, mais aussi au niveau du village. Donc économiquement les femmes s'en sortent. Parce que tu peux à la descente avoir un 2500 ou bien un 1500 qui peut au moins vraiment permettre d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Pour les 18 qui sont au niveau du GE, qui travaillent au niveau de la ferme, vraiment nous avons l'espoir que cette fois-ci, nous allons nous tirer d'affaire, sincèrement. Gis nañ ko fi ci njëriñ 45 millions yooyu nag boo xoolee producteur bu nekk maanaam kenn ku nekk am nga fi 1 800 000. Donc, c'est possible de développer le Sénégal via l'agriculture. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà, il faut aller dans ce sens-là et c'est bel et bien possible qu'on arrive à ça. Ce qu'on a vu ici, on voit que les Sénégalais sont capables de parvenir à faire des résultats si on leur donne les moyens de le faire. L'objectif de l'ANIDA est de pouvoir fortement contribuer au PSE à travers le PRACAS pour une autre agriculture, une agriculture moderne, durable et compétitive. Nous restons dans le domaine de l'agriculture pour parler de l'accès des femmes à la terre. C'est une problématique à Matam, même si la femme a toujours été très active dans l'agriculture. Le foncier est pour la plupart du temps géré par les hommes. L'application de la législation foncière peut parfois buter sur des pesanteurs socioculturelles plutôt, qui existent toujours dans la région. Les femmes qui sont de plus en plus regroupées en structure considèrent cette situation comme un frein à leur épanouissement. Cet après-midi, elles sont en séance de travail en vue de préparer les prochaines campagnes agricoles. Elles représentent les 8 groupements d'une union qui compte 1878 femmes mises sur pied depuis 2004 à Boki-Diawé. Leur dernière campagne risicole a été une réussite.
les rendements ont été très bons. Presque nous faisons le décor préparer presque les hommes, parce qu'on arrive à avoir 7 à 8 tonnes à l'hectare. Une partie est commercialisée, une partie est consommée. Donc on peut dire que l'Union gagne quand même. L'Union gagne très bien, parce que là, une partie est consommée, une partie est vendue. Aujourd'hui, le souci, c'est le sol, le problème de terre. C'est sur ce casier de Kobulo, dans le département de Matam, qu'elle exploite 40 hectares sur les 700 aménagés. Mais 40 hectares pour 1878 femmes, c'est peu par rapport à la superficie parcellaire d'une seule femme. Du reste, il y en a qui sont des chefs de ménage. Donc c'est pour vous dire que c'est encore très timide au niveau de la vallée, surtout au niveau de Matam. En plus, ce modèle de Kobulo est unique. Sur les 8 autres casiers que compte la région, pas un seul hectare n'est affecté à un groupement féminin ou à une femme productrice. Au niveau en tout cas de la CEI, on n'a pas tellement de difficultés pour recevoir des demandes de groupements féminins, si tant est que ces groupements disposent d'une délibération en bonne et due forme. L'affectation des terres est du ressort du conseil rural. Et avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est aujourd'hui au niveau des communes. L'affectation des terres est une compétence des conseils municipaux qui s'appuient sur une législation. Ce sont les mêmes chances, comme je vous ai dit, il n'y a aucune discrimination autour de ce processus. Donc quand même, il y a des conditions, c'est-à-dire avoir pratiquement les moyens de sa mise en valeur. Et souvent, ce sont ces questions-là qui bloquent souvent les demandeurs, surtout les moyens par rapport à la mise en œuvre. Donc, souvent, les femmes prises individuellement rencontrent souvent ces difficultés. La plupart du temps, il n'y a pas aussi une femme qui émerge, qui demande la terre à son nom. La plupart du temps, les femmes se regroupent en organisation de femmes, en GPF ou en GIE. En général, quand on demande à la collectivité, on dit que les femmes ne demandent pas. Mais si les femmes demandent, au niveau de la commission en général, si les gens veulent octroyer, il y a toujours le propriétaire terrien qui est là pour soit mettre son veto ou demander quelque chose, jusqu'à ce que les femmes soient vraiment découragées et finalement arrêter la procédure. Ou sinon, si on octroie à la femme une terre, elle est en général loin d'un point d'eau. C'est pourquoi ça pose problème. À Matam, la femme a toujours été active dans la production agricole, que ce soit dans les exploitations familiales où l'homme reste le chef, ou à travers les groupements où elle affirme plus son autonomie. Sauf que les disparités de genre dans la gestion foncière ne facilitent pas cette nouvelle donne. Il y a de ces considérations qui sont toujours là, notamment les lois coutumières qui existaient avant même la loi 64. Il y en a un qui jusqu'à présent se réclame propriétaire terrien. Donc souvent, c'est des choses que l'on rencontre. Nous avons des réalités culturelles au niveau de la région qui ne reconnaissent pas jusqu'à présent la femme en tant que chef d'exploitation au niveau de la région. Donc ces normes sociales sont des normes sociales pesantes pour le développement de l'agriculture au niveau régional. Les femmes sont surtout confinées au niveau des cultures maraîchères, au niveau des périmètres polycoles. Mais pour les aménagements rizicoles où les femmes sont présentes du repiquage jusqu'à la récolte, jusqu'au battage, jusqu'à la transformation, les femmes ne détiennent pas quand même la majeure partie de la terre. Ils sont majoritaires au niveau des exploitations. Dans la chaîne de production, elle est à tous les niveaux. La femme participe à plus de 65% aux activités agricoles dans la région du Sahel. Sa partition sera déterminante dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Matam. Ce sont les hommes qui héritent de la terre. Et quand on est une femme, même si on a droit à la terre, la gestion revient à l'homme, le frère en général, ou le mari. Parce qu'en son temps, culturellement, on se dit que la femme n'a pas les moyens et la capacité de gérer une terre. Permettre aux femmes de travailler la terre, d'avoir accès à la terre, rentre en droite ligne dans le cadre du PSE, dans le cadre du développement local de ces entités qui sont en train d'émerger. Donc pour moi, la meilleure solution, si par exemple le gouvernement, pour aider les femmes, à chaque projet qu'il demande, qu'on fasse les projets dans les villages, qu'on doit demander après au préalable de dire
que dans tel hectare, dans 1000 hectares, il y a tel hectare qui sera octroyé aux femmes, avant de partager même. Que les hommes soient au courant dans les projets à venir, qu'elles donnent aux hommes, qu'elles introduisent avant l'aménagement que telle surface sera réservée aux femmes. Le plaidoyer doit être fort et porté au plus haut niveau selon ces femmes productrices. Elles ne demandent pas plus que l'application rigoureuse de la législation foncière. C'était un reportage sur l'accès des femmes à la terre à Matam, signé Omo Kalsomsal. Évasion fiscale, fuite des capitaux. Vous entendez beaucoup parler de ces termes ces derniers jours avec l'affaire dite Panama Papers, thème d'actualité. Mais ces fléaux ont toujours posé de sérieux problèmes aux États. L'impact est direct sur les recettes fiscales. Au niveau mondial, c'est entre 100 et 240 milliards de dollars que perdent les États à cause de cette fraude fiscale. Au Sénégal, l'estimation se fait plus difficilement, mais de manière globale, il faut retenir que ce sont 70 milliards de rappels de droits que le Sénégal effectue chaque année. Plus de détails dans la rubrique économie du jour signée Aramdao. L'on sort une partie de son revenu du circuit économique national. L'autre use de ruses pour contourner l'impôt, qu'il s'agisse d'évasion fiscale ou de fuite des capitaux, ce qui s'y adonne prive les États d'importantes recettes fiscales. Le cas du Sénégal par exemple. C'est difficile d'estimer déjà ce type de comportement. D'abord c'est caché, mais en tout état de cause, aujourd'hui il y a des indicateurs qui nous permettent plus ou moins de savoir un peu quel est le niveau de cette fraude. Alors, à regarder un peu nos rappels de droit, ce qu'on appelle les contrôles fiscaux que nous faisons chaque année, qui tournent autour de 70 milliards, dont une partie intègre la fuite des capitaux, ça donne déjà une idée de l'ampleur de ce phénomène, qui est un phénomène mondial, qui ne touche pas que le Sénégal. Mais en tout cas, certaines études ont montré en Afrique, notamment subsaharienne, ont montré que le Sénégal fait partie des pays les moins touchés. C'est les pays, notamment miniers, où il y a beaucoup de ressources naturelles qui sont les plus touchés. Ils sont tapis dans l'ombre, ceux qui font migrer tout cet argent de manière illégale. Ils sont coupables de ce qui est appelé délit de fraude fiscale. C'est quoi le délit de fraude fiscale de manière triviale? C'est le fait de soustraire frauduleusement soit à l'établissement d'impôt ou au paiement total ou partiel de l'impôt. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un délit, c'est vraiment de se soustraire à cet impôt. La fuite des capitaux étant le fait de placer son argent ailleurs que dans le circuit normal de l'économie nationale, constitue en sens un délit, parce que cela génère des revenus. Et ces revenus du point de vue du fisc devaient être appréhendés pour rentrer dans le cadre du budget de l'État. Donc si on évite cela constitue un délit, c'est une fraude fiscale. Le phénomène est d'une gravité telle qu'il s'est invité à la rencontre des 20 plus puissantes économies du monde, le G20 qui a fini d'adopter le plan de lutte contre l'évasion fiscale, l'OCDE qui en est l'instigatrice estime entre 100 et 240 milliards de dollars les recettes fiscales que perdent chaque année les pays au profit des paradis fiscaux. Certains pays qui sont qualifiés d'Eldorado, je veux dire des paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux, nous, économiquement parlant, cela n'existe pas, parce que dans tous les domaines, c'est fiscalisé. Alors, un paradis fiscal, on peut l'assimiler dans des zones, on peut assimiler comme étant des zones où on a un avantage fiscal. Et cela constitue un manque à gagner. Ces pays, vous les trouvez généralement en Amérique latine, on les trouve aussi en Asie. Ce qui écœure plus dans l'évasion fiscale ou la fuite des capitaux, c'est qu'ils sont l'œuvre de grandes multinationales ou de particuliers aux gros revenus. Si les gens qui ont de gros revenus évitent l'impôt, l'impôt risque de se concentrer sur une population, en tout cas à bas revenus. Donc forcément, il y a une conséquence sur les recettes qui induit une perte de recettes. Et cela entend aujourd'hui la capacité des États à fournir des services dont le citoyen a besoin. Donc c'est un impact énorme pour le budget de l'État. Peut-être que si cette fraude avait été appréhendée, le budget de l'État serait beaucoup plus important que les 30 milliards qui ont été annoncés. Près des 2/3 du budget du Sénégal proviennent cette année justement des recettes fiscales et douanières. Pour dire combien représente l'impôt pour un pays en développement comme le nôtre, tout l'intérêt de combattre
la fraude fiscale. Voilà la rubrique économie sur l'évasion fiscale, les Panama Papers. Il faut dire, d'effrayer la chronique, un groupe de journalistes vient de mettre à nu l'ampleur du phénomène de l'évasion fiscale. Panama est un paradis fiscal d'innombrables personnes connues ou anonymes. Tout cet argent a-t-il légalement atterri dans ce petit pays d'Amérique latine? Tout le monde n'a pas la possibilité de se livrer à des transferts de fonds. L'évasion fiscale, le crime des riches, c'est la chronique signée Omar Diaw. Tonnerre dans le ciel chargé de nuages noirs et opaques de la finance internationale. Julian Assange et Wikileaks avaient révélé les pratiques de la NSA. De grandes oreilles écoutaient n'importe qui, n'importe quand au nom de la sécurité des États-Unis. Véritable Big Brother orwellien des temps nouveaux. Le Monde, 108 rédactions de 71 pays coordonnées par le Consortium international des journalistes d'investigation, jette une lumière crue sur l'univers sombre de la finance offshore et des paradis fiscaux qui risquent fort de se transformer en enfer pour ceux qui sont pris dans la nasse en flagrant délit. Outre des milliers d'anonymes, des célébrités, des personnalités de grands noms du sport, du business, de l'art et de la culture, il y a des chefs d'État et de gouvernement du monde entier et de l'Afrique. Ils ont eu recours à des montages financiers offshore nébuleux et beaucoup d'entre eux ne l'ont fait que pour dissimuler leurs actifs. Bien sûr, tous ne sont pas dans l'illégalité, car certains vous diront qu'ils n'ont fait que de l'optimisation fiscale. Il s'agit d'une utilisation de moyens légaux pour baisser le montant de son impôt, voire d'y échapper. On connaît ainsi les exilés fiscaux qui quittent leur pays pour aller s'installer dans un autre et ainsi bénéficier d'un régime moins lourd. Quoi qu'il en soit, le offshore est rempli de zones d'ombre avec des sociétés coquilles, sans aucune activité économique, des sociétés écrans fictives. Toute cette bulle douteuse fonctionne généralement avec des actions aux porteurs et anonymes permettant de cacher l'identité du véritable propriétaire, contrairement à une action nominative. En cela, les paradis fiscaux peuvent servir au blanchiment d'argent. Panama Papers n'a pas fini de révéler ses petits secrets qui risquent de faire grand bruit et on l'espère grand bien pour les États africains ruinés par des transferts massifs de l'argent des autres. L'évasion fiscale, le crime des riches, une chronique signée Omar Diaw. L'actualité internationale se forme de brèves illustrées. Nous irons au Bénin et au Congo. Mais démarrons par la République centrafricaine. L'Union africaine a levé la suspension contre ces pays, donc survenue en mars 2013. C'est un récit de Sedina Alfal. L'Union africaine a annoncé avoir levé la suspension de la Centrafrique, se félicitant de la tenue réussie de la présidentielle de février, alors que le pays tente de sortir de 3 années de violence intercommunautaire. La Centrafrique avait été suspendue en mars 2013 de toute activité de l'Union africaine jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel normal après le renversement du président François Bozizé par la rébellion Séléka. 3 ans de violence ont ravagé l'économie de la Centrafrique et ont profondément déstabilisé le pays. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a démis de ses fonctions à la présidence un ancien rebelle rallié au pouvoir et accusé par le gouvernement d'avoir commandité une attaque terroriste sur les quartiers sud de Brazzaville. Le gouvernement a affirmé disposer de preuves accablantes de l'implication active de Bintou Samou dans les troubles survenus la veille peu avant la validation par la Cour constitutionnelle des résultats officiels de la présidentielle, donnant Sassou Nguesso réélu pour 5 ans dès le premier tour avec plus de 60% des voix. 2 des principaux candidats à la présidentielle au Bénin ont fait leur entrée au gouvernement du président Patrice Talon au rang de ministre d'État selon la liste du nouveau cabinet. Abdoulaye Bio Tchané et Pascal Irénée Kopaki, arrivés 4e et 5e au premier tour de la présidentielle avec 8,8% et 5,8% des voix, sont nommés ministre d'État en charge du développement pour le premier et secrétaire à la présidence de la République pour le second. Les 2 nouveaux hommes forts du gouvernement avaient apporté le soutien à l'homme d'affaires Patrice Talon, qui avait largement battu au second tour le premier ministre sortant Lionel Zinsou. 3 femmes figurent parmi les 21 membres du cabinet au portefeuille de l'enseignement supérieur, du travail et de la communication. En sport football féminin, 2e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2016. Les Lions reçoivent ce vendredi le Nigeria au stade Demba Diop. C'est à 17h, un match aller déterminant. Dans la tanière, c'est la grande confiance. Les Lions ont effectué ce matin leur dernière séance d'entraînement à Toubab Dialaw. Reportage de Ibrahim Mbou.
Sans pression, dans la bonne humeur. Une séance de veille de match relax. Une séance de mise en place tactique avec des objectifs clairs, mettre du rythme et de la vitesse dans les transmissions, mettre l'accent sur le travail devant les buts pour améliorer l'efficacité. Bref, se rassurer et avoir des certitudes avant d'affronter le Nigeria. Quand on joue contre une grande équipe, une équipe supposée plus forte sur le papier, il faut d'abord la respecter. Parce que c'est une grande équipe, ils sont favoris, c'est normal. Mais c'est eux qui ont quelque chose à perdre. Nous n'avons rien à perdre, nous avons envie de gagner, nous avons tout à gagner sur ce match-là. Sur le chemin des Lions, les Super Falcons du Nigeria, championnes d'Afrique, en titre, vainqueurs de la CAN à 9 reprises. Un adversaire coriace qui ne fait pas peur à Binta Diakhaté alias Messi et ses coéquipières. C'est vrai que le Nigeria est une grande équipe, championne d'Afrique en titre, mais elle est à notre portée. S'il plaît au bon Dieu, on battra le Nigeria à Dakar. On sait que ça ne va pas être facile aussi, mais elles seront 11, nous serons 11. Ça sera que du football, on va se battre jusqu'au bout pour faire un bon résultat ici, Inch'Allah. À chaque match, sa réalité, à chaque match, sa trame. Une partie de football n'est jamais gagnée d'avance. Le staff technique s'est préparé à toutes les éventualités et compte appliquer sa philosophie de jeu. Il faudra qu'on fasse des efforts, qu'on soit très concentré, qu'on élève notre rythme de jeu sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, mais surtout sur le plan mental. Il faudra être prêt parce que c'est des équipes qui ont beaucoup d'astuces, des joueurs expérimentés, des joueurs qui sont en Europe. Mais il faudra oublier tout ça au début du match et jouer notre football, se faire plaisir d'abord et après essayer de titiller cette équipe-là. Les Lions croient en leur chance et prient pour une victoire probante face à la meilleure équipe du continent. Sénégal-Nigeria, c'est donc demain vendredi à 17 h. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est une foule en liesse qui a accueilli le président Macky Sall aujourd'hui à Pikine, un jour historique pour le Sénégal qui va être né dans 28 mois, sa première arène nationale. L'événement a été très populaire avec un accueil grandiose réservé au chef de l'État à l'aller comme au retour. Les temps forts d'une intense ferveur populaire dans la banlieue de Dakar avec Pape Biram Bigué. C'est une marque de reconnaissance exceptionnelle que les populations de Pikine ont exprimée au chef de l'État. Une cote de popularité sans cesse croissante du président de la République Macky Sall dans la banlieue du Dakar. Sur tout le chemin qui mène à la future arène nationale, les populations de Pikine ont montré au président Macky Sall joie et fierté de l'accueillir dans le plus grand département du Dakar. Comme à l'aller, le retour fut également marqué par un salut triomphal. Une intense ferveur populaire et une parfaite communion pour dire merci au président Macky Sall. C'était donc les images de l'arrivée du chef de l'État à Pikine, le chef de l'État qui a donc procédé à la pose de la première pierre de l'arène nationale, un complexe sportif qui va coûter environ 32 milliards de francs CFA, fruit du partenariat avec la République de Chine. Les travaux vont durer 28 mois et la capacité d'accueil sera de plus de 20 000 places. Voici un extrait du discours du président Macky Sall. Il est au micro de Aboubakar Kane.
l'ouvrage qui sera édifié sur ce site à Pékin Nord, dans un délai de 28 mois, et Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine vous l'a dit, et quand les Chinois vous disent que c'est 28 mois, eh bien ce sera 28 mois, au moins, mais jamais plus. Donc dans 28 mois, nous procéderons avec l'aide de Dieu à l'inauguration de cette belle infrastructure sportive. Ceci sera un hommage rendu à la lutte sénégalaise, à ses succès, à son impact positif sur le développement national, à son ancrage dans notre société et à sa parfaite cohérence avec nos valeurs et nos traditions les plus profondes. L'arène nationale, deuxième infrastructure sportive du Sénégal, de par sa taille, après le stade Léopold Sédar Senghor, sera une plateforme multifonctionnelle et polyvalente, répondant aux normes en vigueur en matière de construction d'ouvrages sportifs. Cette infrastructure aura en outre une vocation, en plus de la lutte, pour d'autres disciplines, comme les arts martiaux, les sports de combat divers, le handball, le basketball, le volleyball, le football de plage, y auront droit de citer. Le chef de l'État, c'était cet après-midi à la cérémonie de pose de première pierre de l'arène nationale qui sera construite à Pékin. En football, le huitième de finale de la Coupe de la Ligue, Guédiawaye FC élimine le Casa Sport sur le score de 2-1 au terme d'un match à rebondissement. Nous écoutons Simon Kabou, entraîneur adjoint du Casa Sport, et Youssouf Dabo, entraîneur du Guédiawaye Football Club, au micro de Abdoulaye Ban. Déjà, je vais dire félicitations aux joueurs parce que c'était pas facile. Quand je dis c'était pas facile, parce qu'on connaît les conditions sur lesquelles on est arrivé ici. Donc cumulé avec ce match pas évident du tout, avec le Casa Sport qui est quasi imbattable dans son fief. Donc félicitations aux joueurs. Et c'est une belle victoire, comme vous l'avez dit bien sûr. Et nous, de par ma voix, c'est une victoire qu'on dédie à la population de Guédiawaye. Parce que voilà, les gens qui sont là-bas n'ont pas cessé de nous envoyer des messages d'encouragement et voilà, et nous souhaiter la victoire. Donc on leur dédie cette victoire en espérant que derrière il y aurait d'autres victoires qui suivent. Parce que c'est notre première victoire quand même à l'extérieur depuis le début de la saison. Et elle est arrivée au bon moment. C'est une défaite amère, mais moi je m'attendais encore qu'on perdrait un match, mais pas ce match-là. Avant qu'on perde notre match contre Niartali, la veille du match, j'avais dit ça aux jeunes, qu'on est sur une bonne lancée, mais il faut faire attention. On peut perdre encore des matchs. Et on a perdu contre Niartali, et aujourd'hui ça se répète. Et je viens de parler avec eux tout de suite pour leur dire qu'encore il faut attendre qu'il y aura encore des matchs qu'on va perdre. Un jour il faut être fort psychologiquement, mentalement, être costaud encore pour aborder ces genres de matchs-là. C'est un match de coupe, pas un résultat immédiat. Mais je dis encore que cette défaite-là, vraiment, il est amer. Malgré tout ça, on va le remettre encore dans le cadre du sport. Je dis encore, on va continuer encore à travailler. Et il nous a manqué beaucoup de fraîcheur encore. Parce que les matchs répétés là, on a une équipe très jeune. Et ils ne sont pas habitués à ces genres de matchs-là comme les autres joueurs qui étaient là. Et ça nous pénalise encore. La Casa Sport, Guédiawaye FC, un match gagné par les Dakarois, 2-1. En sport, pour les Sénégalais sont rentrés de Caille avec dans leur valise la médaille d'or du tournoi international du Mali qui a réuni 45 équipes. Un tournoi qui a servi de préparation aux bowlistes africains en direction des mondiaux de Madagascar. C'est un reportage signé Tanda Handjaï. Cette rencontre internationale organisée par la Ligue de pétanque de Caille sous l'égide de la Fédération malienne de pétanque a réuni de grosses cylindrées de la boule internationale africaine.
Le Sénégal a déplacé 2 triplettes en équipe avec Adama Diagne, Lamine Sow et Yahya Diop pour l'équipe A, tandis que l'équipe B alignait Jacob Ndir, Léopold Bass et Amadou Sek Faye. La moisson fut belle avec les Sénégalais tout à fait dorés en équipe A. La fête fut également sympathique à Kaï avec le gouverneur de Kaï, Yaya Diallo, qui a effectué le jet des bouchons. Je puis vous assurer qu'elle contribuera à l'instauration de la paix et à la consolidation de l'unité nationale. Je suis très comblé en tant que président de la Ligue régionale de pétanque et aussi en tant que premier vice-président de la Fédération malienne de pétanque et aussi en tant qu'amoureux de la pétanque. Du côté des officiels sportifs, on s'est prononcé. Nous avons une impression très satisfaisante. Kaï est devenu la vitrine de la pétanque en République du Mali, j'allais dire en Afrique de l'Ouest. Nous avons ici des terrains de pétanque aux normes internationales. On a été très bien accueillis. Pour finir aussi, je félicite le président de la Fédération burkinabé de pétanque qui a fait le déplacement et qui se déroule. Le prochain rendez-vous en fin mai à Bamako pour préparer les prochains championnats du monde à Madagascar. Bravo à Jacob Ndir et aux boulistes sénégalais qui sont revenus de Kaï avec la médaille d'or. La commune de Joal-Fadiouth a célébré ses 50 ans. Cette cérémonie a permis de rendre hommage aux anciens maires de la localité. Elle a été un rendez-vous pour les différentes communautés qui se sont exprimées à travers des prestations riches et variées. Amélie Diop. Le stade François Bob a accueilli la partie officielle de la célébration du cinquantenaire de Joal-Fadiouth. Les populations sont sorties massivement pour montrer leur adhésion à cette initiative. À Joal et Fadiouth, il y a une diversité qui fait la fierté des habitants. Joal-Fadiouth a connu le métissage dès les premières heures de son existence. C'est un métissage biologique, c'est aussi un métissage culturel, c'est aussi un métissage socio-économique. C'est la raison pour laquelle nous comptons ici, dans la commune de Joal-Fadiouth, non seulement toutes les ethnies qui viennent du Sénégal, mais également nos amis de la sous-région. La commune de Joal-Fadiouth s'est voulue reconnaissante envers les pionniers. Des personnalités comme Léopold Sédar Senghor, Jean Collin ou bien Paul Ndong, entre autres autorités, ont fait un travail important dans la localité. J'ai senti à travers cette fête que le retour à nos valeurs, tant prôné par le poète président Léopold Sédar Senghor, est ancré ici à Joal-Fadiouth. On ne peut pas vous demander de faire un retour aux valeurs sans pour autant prôner la cohésion entre cette belle communauté de Joal-Fadiouth. Ce trait d'union qu'il y a entre ces deux mots a son importance. Ali Kaza a tenu à rendre hommage au maire Boucar Diouf. C'est avec lui que ce club a accueilli son premier trophée de football. Des belles images de Joal-Fadiouth qui mettent fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans le cadre du projet Renouveau du service public, rencontre les hauts cadres dirigeants de l'administration nationale les 9 et 10 avril 2016 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Ce forum national sera l'occasion pour le chef de l'État de remobiliser l'administration autour des enjeux de développement du pays. La satisfaction de l'usager sera au cœur des échanges. Les 9 et 10 avril 2016, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une rencontre historique marque le début d'une nouvelle ère pour l'administration de notre pays.
Chez nous, on aime être ensemble. Bienvenue chez nous. Vous êtes